Bonjour à tous, il est 11h31, donc je vous propose qu'on commence. Je m'appelle Michel Levasselot, je suis à Pôle emploi et je vais vous présenter la transformation de la DSI Pôle emploi. Plus exactement, la façon dont on se transforme en fait. Alors, remerciements aux sponsors. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai profité de cette présentation pour citer 4 personnes qui m'influencent un petit peu sur ma vision de se transformer. Alors le premier, c'est Darwin. Et avec lui, j'ai appris que les espèces qui n'étaient plus adaptées à leur contexte, à leur environnement, disparaissaient. Le deuxième, c'est Schumpeter. Et Schumpeter, il a raconté quasiment la même chose sur les entreprises, à savoir que les entreprises qui innovent allaient supplanter celles qui ne peuvent plus innover. Marx, c'est une autre dimension. Marx considérait que les sociétés humaines s'adaptaient aux moyens de production de leur époque. Donc, par rapport au moulin à eau, c'était constitué la féodalité. Par rapport à la machine à vapeur, c'était constitué le capitalisme. Évidemment, Marx est mort et n'a jamais connu l'ère numérique. Simplement, on peut se poser la question de savoir si l'agilité, l'holocratie, l'entreprise libérée, ce genre d'organisation sociale et de travail, ne correspondent pas finalement à quelque chose qui est adapté à une nouvelle ère, qui est l'ère numérique. Et puis la quatrième personne, qui est John Kotter, qui serait certainement assez surpris de se trouver à côté de personnes décédées depuis longtemps. Donc j'espère qu'il ne verra pas cette présentation. Qu'est-ce qu'il m'a appris? C'est qu'il n'y avait pas de transformation s'il n'y avait pas de compréhension de l'urgence à se transformer et si on ne fournissait pas une vision aux collaborateurs d'une entreprise. Alors justement, on va rentrer dans le cœur du sujet. Comment je représente la transformation avec 2 choses. La première, une planète à atteindre, ce qui correspond à la vision. Et deuxièmement, une trajectoire. Donc moi, je mets plutôt le moyen de transport, la fusée, qui va permettre d'aller vers cette planète. Alors la planète de la DSI Pôle emploi, on la verra tout à l'heure, mais en général, pour la plupart des entreprises, elles rêvent, à horizon quelques années, d'avoir un monde sans concurrents, avec des clients satisfaits, des collaborateurs contents, des choses comme ça, un time to market réduit, une entreprise entièrement numérique, etc. Cette chose-là peut paraître parfois un peu abstraite aux collaborateurs. Et puis pour atteindre la cible, eh bien, par contre, il faut acquérir des compétences, des connaissances, des comportements, souvent immédiatement, et qui permettent, après quelques années, d'atteindre cette cible. Donc là, vous voyez plutôt quelque chose qui est propre à Pôle emploi, à la DSI Pôle emploi, qui sont justement ces comportements, compétences et connaissances que nous devons acquérir pour se transformer. Et ça, pour les collaborateurs, généralement, c'est beaucoup plus concret que la planète. Et ça veut dire pour eux acquérir des savoir-faire, des savoir-être, des choses donc nouvelles, changeantes, et le changement en général, je dis bien en général, c'est pas valable pour tout le monde, mais en général, le changement, ça fait un peu peur. Alors si on remonte sur nos lointains, très lointains ancêtres, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avions comme grands-parents ce qu'on appelle les mammifères mammaliens. Et ces mammifères nous ont donné 2 choses, des mamelles, ce qui fait que nous sommes des mammifères, mais ils nous ont aussi donné des comportements qu'on appelle limbiques, et qui font que face à un changement, on a des réactions. Et ces réactions passent souvent par 3 étapes, qui sont le combat, donc je vais te casser ta fusée de transformation, la fuite, je vais partir le plus loin possible de cette fusée pour ne pas monter dedans, et puis l'inhibition, faire le mort. Alors faire le mort, c'est sans doute le moyen le plus efficace de tuer toute forme de transformation. On voit souvent le combat ou la fuite, mais ne rien faire devant une transformation, c'est la manière la plus efficace de la détruire. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on veut transformer ? Eh bien néanmoins le but c'est d'amener le maximum, voire tous les collaborateurs, dans la transformation, et si possible, dans la joie et la bonne humeur. Mais au tout départ, ça va être très difficile, parce qu'on va dire « Viens voir ma fusée, monte dedans, elle est super belle », et la plupart des collaborateurs, ils vont être en phase plutôt d'inhibition, donc ils vont regarder leurs chaussures,
ils vont rien faire, ils vont faire le mort, ils vont arrêter de respirer, en espérant qu'on ne les voit pas, et que surtout, ils ne montent pas dans la fusée. Donc la transformation, pour moi, c'est ça. Alors, pour opérer la transformation qui était importante et nécessaire pour la DSI Pôle emploi, on s'est constitué en fait notre propre cadre de transformation de manière très simple en fait, sur des bases vraiment élémentaires. On s'est dit la transformation ne sera possible que si on opère au même moment, en parallèle, une transformation des compétences, donc quelque chose de plus large que ça même, des comportements RH, une transformation des méthodes et une transformation des outils. Alors je vais expliquer avec un cas de ce triangle, je ne vais pas faire toutes les branches, pourquoi c'est très difficile de se transformer si on n'agit pas en parallèle sur les ressources humaines et sur les méthodes. Si vous poussez des méthodes, par exemple, agiles, donc vous avez vu qu'on avait SAFE à Pôle emploi dans le centre de la fusée, une méthode d'agilité à l'échelle. Si vous poussez des méthodes agiles dans l'entreprise qui vont pousser à l'auto-organisation, à l'autonomisation des équipes, mais qu'en parallèle, dans votre culture RH, votre cadre RH, vous continuez à avoir des fiches emploi qui font référence aux commandes contrôle, des formations qui font référence à ce même principe, des animations, des évaluations qui font référence à ça, eh bien ça va être compliqué. Il va forcément y avoir un perdant. Ça doit être soit la transformation, parce que vos collaborateurs vont dire « mais pourquoi je devrais être autonome alors que ce qu'on valorise, c'est le contraire ?» ou bien c'est le référentiel RH, mais qui va quand même continuer à polluer, parce qu'il va sans doute perdurer, à polluer la transformation qui ne sera pas optimale. Donc nous nous sommes dit, on va agir sur ces trois dimensions pour se transformer. Ces trois dimensions, je reprécise, de manière homogène et parallèle, et pas du tout séquentielle. Ceci étant, pour les raisons de la présentation, je serai obligé de les présenter de manière séquentielle, mais j'essaie de rappeler de temps en temps qu'on a fait ça de manière parallèle. Alors la première chose qu'on a opérée, c'est d'exprimer notre vision. Donc je vais reprendre souvent les images de la planète et de la fusée. Donc notre planète et des éléments de notre fusée sont exprimés dans une note d'évolution des métiers qu'on fabrique environ tous les ans et demi, tous les 18 mois, et qui présente une vision à 3 à 5 ans de ce qu'on souhaite opérer comme transformation. Donc ce qu'on met dans cette note d'évolution des métiers, puis on verra après comment on la fabrique, c'est à peu près 4 choses. Premièrement, vers où va Pôle emploi, notre entreprise. Deuxièmement, dans quelle direction vont les autres DSI, puisqu'on fait du benchmark, en particulier on essaye de repérer si nous allons dans la même direction que les autres ou pas. Le troisième point, c'est où nous allons, nous, DSI Pôle emploi, où nous voulons aller. Et la quatrième chose, c'est une déclinaison de cette vision par communauté de métiers de la DSI. Donc c'est un concept que je présenterai dans le slide suivant. Alors pour la constituer, nous faisons effectivement, comme je l'ai dit, des benchmarks, on se compare, ces benchmarks qu'on fait nous-mêmes en fait, dans mes équipes. On appelle d'autres entreprises, et on les interviewe sur leur stratégie. On fait des entretiens avec des directeurs en particulier, ou d'autres sachants de la DSI. Et puis on fait de la veille, on lit beaucoup de choses de ce qui se produit tous les jours dans le monde informatique. Alors on travaille sur notre transformation par communauté de métiers. Pourquoi on fait ça? D'abord, juste pour expliquer ce qu'est une communauté de métiers, ce sont des collaborateurs qui partagent à la fois des compétences, des méthodes et des outils communs. Donc le système est d'une certaine manière fractal. Ce que j'ai dépeint tout à l'heure, on le réapplique au niveau de communauté. Donc nous, ce sont les communautés qu'on a identifiées. Je ne dis pas que toutes DSI doivent avoir les mêmes. Certaines peuvent être sujets à débat. Par contre, ce qui est très important, c'est d'imaginer qu'elles sont cross l'entreprise, qu'elles traversent toute l'entreprise. Alors pourquoi? Parce que si on laisse la transformation s'opérer que de manière structurelle au sein de l'entreprise, vous allez avoir des endroits où la transformation va être très rapide, là où vous avez des petits lézards, des petits reptiles qui ne sont pas du tout inhibés et qui, eux, vont très vite vouloir transformer leur activité. Et puis d'autres endroits où vous avez plein de petits lézards, pour reprendre l'image de tout à l'heure, plein de petits reptiles qui sont restés, eux, totalement inhibés, ils ne bougent pas, ils ne respirent pas, ils font le mort. Et la transformation ne va pas s'opérer là. Donc une façon d'avoir quand même une transformation relativement homogène dans l'entreprise, c'est d'avoir, en plus de l'axe hiérarchique, un axe transversal
et qui va permettre que les petits lézards qui vont très vite puissent faire des retours d'expérience à ceux qui vont moins vite et permettre de diffuser la culture de la transformation au sein de l'entreprise de manière donc plutôt homogène, en tout cas le plus homogène possible. Et ça évite d'avoir une DSI à 2 vitesses avec des parties très très transformées et d'autres parties qui sont restées totalement statiques. Ce qui veut dire, là vous avez un schéma, un slide qui remonte à 2015, parce que cette transformation dont je parle, elle a commencé il y a déjà 3 ans. Ce slide exprime que chaque communauté, puisque là c'est juste un transparent pour une communauté, chaque communauté a donc sa trajectoire de transformation qui est exprimée dans cette note d'orientation. Donc je répète, une note d'orientation qu'on met à jour tous les 18 mois environ, mais qui projette un avenir à 3 ans, donc c'est quelque chose de glissant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la transformation est basée sur 3 axes. En fait, la réalité, souvent, j'en présente 4 avec la communication autour. Mais pour tenir le timing d'aujourd'hui, j'ai évacué cet axe de communication. Il a été évoqué par des gens de la Massif juste avant. Effectivement, pour moi, la communication est très importante. Mais là, on va se focaliser simplement sur les 3 axes RH dont j'ai parlé. Les compétences, ou on va dire la RH au sens le plus large du terme. Les méthodes et les outils. Je passerai beaucoup plus de temps sur l'aspect RH que sur méthode et outils. Donc nous avons notre note d'orientation, et dans cette note d'orientation, nous en déduisons notre trajectoire en matière d'évolution des compétences humaines, en matière de méthode et en matière d'outils. Et sur la RH, sur les compétences, nous activons 7 leviers. Mais plutôt que vous les citer là, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler chacun de ces leviers. Alors le premier levier, c'est le levier vraiment compétences, formalisation des compétences. Donc on a un référentiel de compétences, c'est un outil, et cet outil n'est pas statique, je vous dirai juste après à quoi il sert, mais dans lequel on recense toutes nos compétences. Et on ne fait pas le distinguo entre compétences, comportement, connaissances. On verse un peu tout ça dans ce référentiel, ce qui fait qu'il y a environ 300 compétences ou connaissances, et on le réactualise pour tenir compte de tous les éléments de la fusée. Donc ce qu'on essaye d'avoir, c'est à la fois les compétences actuelles et toutes celles qui sont nécessaires pour demain. Alors ce référentiel, donc, il n'est pas livresque, il est vraiment opérationnel. Il faut imaginer que dans la DSI Pôle emploi, nous avons un organigramme qui est statique, mais nous avons une affectation des ressources, ce qui est au bout des branches de l'organigramme, qui est flexible. Donc on procède par réaffectation de ressources assez fréquentes par ce qu'on appelle des missions. Et pour formuler une mission, on ne veut surtout pas que les collaborateurs Pôle emploi utilisent un nom en disant « je veux que Toto refasse une mission ». On l'oblige à utiliser les compétences du référentiel, ce qui nous permet de mesurer la mise en œuvre, quelque part, des différentes compétences au sein de nos missions. Ça, c'est la première chose. Et dans l'avenir, nous allons aussi évaluer les collaborateurs par rapport à ces compétences, ce qui nous permettra de savoir à quelle hauteur nous avons un delta sur les compétences qui, une nouvelle fois, permettent à la fusée d'atteindre un jour sa planète. Donc j'ai parlé du référentiel de compétences, nous avons aussi un référentiel des métiers. Alors la terminologie peut changer d'une entreprise à une autre. Dans certains cas, ça va être des emplois, dans d'autres cas, ça va être des postes. Donc à la DSI Pôle emploi, nous avons un référentiel de postes. Et ce que nous cherchons à faire, c'est à le dynamiser en rajoutant régulièrement de nouveaux postes issus de la terminologie de l'extérieur et en enlevant les postes qui nous paraissent obsolètes. Donc là où vous avez new, c'est là où on a fait des choix de rajouter des choses. Certains pourraient en débattre, puisqu'on a fait le choix de rajouter des rôles de Scrum ou des rôles de Safe. On n'a pas totalement terminé d'ailleurs le débat dans mes équipes si le Scrum Master doit être ou pas dans ce référentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est pas tant nos choix que le fait de réactualiser assez régulièrement ce référentiel. Donc là aussi, je vais faire une illustration pour dire le problème lorsque ces référentiels ne sont pas mis à jour. C'est quand vous avez par exemple quelqu'un qui est Product Owner, et puis un jour, parce qu'on lui a mis une fiche de poste qui ne parle pas de ça, ou parce que ça va être la période des promotions, des augmentations, et là il va dire, écoutez, c'est pas très normal, je suis business analyst ou analyste métier, pourquoi c'est ça? Et là on crée un écart. Et cet écart, à nouveau, il peut être soit mineur, soit venir torpiller carrément la transformation. Donc c'est pour ça qu'on est assez vigilant
et réactualiser notre référentiel de poste pour tenir compte, j'ai parlé de l'agilité, mais aussi de la data science, de l'automatisation des tests, donc des pratiques XP, ou de DevOps. Et demain, ça sera sans doute l'intelligence artificielle. Peut-être le sujet le plus important de ces leviers, c'est l'animation. Donc on fait de l'animation par communauté, l'animation de l'ensemble de nos communautés, et c'est un complément à la formation. On a trois niveaux en fait d'animation, et après on viendra un peu sur les chiffres. On fait de l'animation de manière limitée en temps, de quelques minutes à quelques heures, qui sont pour démystifier, sensibiliser sur certains sujets. Donc ça peut être le responsable design, c'est quoi, une Open API, c'est quoi, ce genre de choses. Donc voilà, on fabrique nous-mêmes nos petits dessins animés, nos petites vidéos qui expliquent ces principes-là. On organise aussi des sessions, alors on appelle ça webinar parce qu'on est répartis géographiquement un peu sur toute la France. J'ai oublié de dire que la DSI Pôle emploi, c'est 1600 personnes et c'est une quinzaine de sites. Donc on va organiser des sessions, en fait, avec des moyens de visio pour expliquer plus longuement des principes qui sont en gros les éléments de la fusée, une nouvelle fois. On organise beaucoup de retours d'expérience. Donc le premier qui va mettre en œuvre, qu'est-ce que je peux citer d'autre, un design sprint, va faire une restitution auprès de l'ensemble des collaborateurs intéressés pour présenter ce design sprint, par exemple. Donc un nouvel élément de la fusée, il y en a plein comme ça. Qu'est-ce que le design thinking? Et puis on a un réseau social sur lequel on publie très très régulièrement des choses qui nous paraissent intéressantes parce qu'elles sont convergentes par rapport avec l'idée des compétences, connaissances et comportements qui sont à nouveau dans la fusée. Le deuxième étage, c'est l'accompagnement à la certification. Donc on verra que pour nous, la certification est quelque chose de très important. Je parle de la certification individuelle. Et on accompagne, on pourrait dire on fait bachoter, mais c'est pas que ça, les collaborateurs en préparation de leur certification. C'est qu'en général, quand un collaborateur a suivi une certification de, par exemple, 2 ou 3 jours de formation, avant qu'il passe l'examen, on aime bien réunir tous les collaborateurs qui ont suivi cette formation et vérifier avec eux, par des systèmes de quiz ou d'interaction, qu'ils ont bien capté les connaissances de cette certification. Et qu'au total, quand ils vont la passer, généralement, ils sont non seulement plus sereins, mais on est un peu plus sûr qu'ils ont bien acquis les compétences nécessaires, ce qui est le but final quand même. Donc là, on est plutôt dans des préparations qui durent environ 2 heures. Et puis, troisième type d'animation, comme beaucoup d'entreprises, je pense, on organise des séminaires, des hackathons sur des sujets dédiés, des design sprints aussi, pour fabriquer des prototypes, etc. En termes de volume, sur 2 ans, on a généré 566 animations. Ça ne compte pas les publications, évidemment, sur le réseau social, parce que sinon, ça serait beaucoup plus que ça. Et ça donne un volume de participation d'environ, pour tout collaborateur de la DSI, à 4 animations par an. Donc on peut dire à la fois, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, puisque je prends la moyenne, avec un grand taux de satisfaction sur ces animations. Donc ces animations, elles sont complémentaires au plan de formation. Ça veut dire qu'on considère que la formation n'est pas la seule façon d'acquérir de la compétence. Je pense d'ailleurs que ça sera de moins en moins le cas avec le temps. Ceci étant, on a bien une mécanique de formation. Ce qu'il faut retenir, bon, le volume, c'est environ 5 jours de formation par an et par collaborateur. Surtout retenir qu'il y a plusieurs niveaux et que c'est organisé par communauté. Donc on veut que dans les communautés de métiers, nos 11 communautés de métiers, quelqu'un comprenne qu'il a un parcours où il va commencer par être débutant, puis se former à un niveau intermédiaire, puis un jour être expert. Mais vraiment, la notion la plus importante à retenir, c'est le troisième point, c'est l'épuration régulière et l'enrichissement régulier du catalogue. Alors, enrichir un catalogue, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. L'épurer, c'est moins fréquent, je pense, et c'est pour autant totalement nécessaire. Donc là, une nouvelle fois, j'essaie de prendre une illustration. Si dans votre entreprise, vous poussez l'agilité, vous poussez la prise de risque, mais si vous continuez à former beaucoup à la gestion des risques du passé, qui était quand même la façon de ne prendre surtout aucun risque, bah forcément, vous créez le même écart dont j'ai parlé entre RH et méthode. Donc ce qui est important, c'est assez régulièrement d'aller supprimer les formations qui avaient un sens il y a quelques années, quand on était en cycle en V, mais ont perdu beaucoup de leur sens quand on est passé en agile, et peuvent donc devenir plutôt nuisibles en fait.
corollaire de la formation, la certification. Donc c'est quelque chose qu'on pousse à la DSI Pôle emploi depuis longtemps, et en particulier moi-même, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup pour plusieurs raisons. Certaines raisons sont plutôt éthiques, c'est de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, quelle que soit sa formation initiale. La deuxième idée, c'est que c'est quand même la meilleure façon de respecter la notion de formation tout au long de la vie. Et troisièmement, que j'ai rarement connu une mécanique qui pouvait, pour un prix relativement modeste, créer la fierté des individus. Voilà, donc on fait beaucoup la promotion de la certification. Dès qu'on peut trouver parmi deux formations le fait que l'une soit certifiante, on a tendance à retenir celle qui est certifiante. Et vous avez une idée des volumes derrière, donc on a plus d'un certificat en moyenne par individu à la DSI. Vous voyez que les certifications les plus récentes utilisées dans les 2 dernières années correspondent à des éléments les plus importants de notre fusée, puisque c'est de former des gens à l'agilité à l'échelle, de les former à l'agilité tout court, de les former au management agile. Reste aussi autant des pratiques plus classiques, ce qui prouve qu'on n'est peut-être pas totalement encore notre catalogue, des pratiques plus classiques relatives à ITIL. Je ne dis pas que d'ailleurs ITIL a perdu son sens, mais il est un peu challengé quand même par l'agilité, ou par des pratiques comme IPMA, sur la gestion de projet ou sur la gestion de changement. Alors peut-être plus complexe à comprendre, c'est vraiment très difficile à dessiner, donc physiquement ça se traduit par un tableau Excel. Nous modélisons en fait ce que nous souhaitons comme cible en matière de communauté de métier. Donc il faut imaginer 11 schémas de cette nature-là, qui d'ailleurs n'existent pas, qui sont 11, un même tableau Excel qui représente tout ça. Nous modélisons ce que nous souhaitons pour chaque communauté en termes de volume de personnes, et nous en déduisons des recrutements pour enrichir. Nous supposons nos départs en retraite ou nos démissions, et surtout nous modélisons la mobilité que l'on souhaiterait entre chaque communauté. Alors ma phrase est peut-être un peu compliquée, le but c'est de se dire, étant donné qu'on est globalement à ISO effectif à la DSI Pôle emploi, comment on peut faire pour se renforcer dans la fabrication, donc c'est-à-dire dans le développement, pour être clair, dans le langage classique, ou dans la conception, ce qui est notre stratégie, et ce qui veut dire forcément au détriment d'autres communautés qu'on souhaite faire réduire. Donc plutôt que de laisser le hasard totalement l'opérer, eh bien on le modélise et on se dit ça serait bien qu'on arrive à tant de mobilité entre telle et telle communauté, entre telle et telle autre, etc. Ça serait bien que nos recrutements on les fasse que sur cette communauté et que sur d'autres on laisse décroître avec les départs à la retraite, sachant qu'on est dans un contexte dans lequel on ne licencie pas. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous modélisons ce que nous souhaitons en matière de communauté sur nos 11 communautés. Et si on faisait ça et qu'on ne faisait rien d'autre, il n'y aurait sans doute pas beaucoup de mouvements intercommunautaires. Donc ce qu'on a créé aussi, ce sont des écoles internes pour favoriser la mobilité. Donc nous avons pour l'instant 2 écoles, nous réfléchissons à une 3e école. Une école du développement, où nous avons reskillé, comme diraient certains, un certain nombre de nos développeurs. Donc ce n'est pas des volumes énormes au regard de la taille de la DSI, c'est environ une 30aine de personnes, mais ces écoles vont continuer. Et puis, nous avons aussi une école de la conception pour former des gens à être concepteurs. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui étaient déjà dans la DSI, qui sont sur des communautés qu'on souhaite en décroissance, qui acceptent en fait pendant 6 mois de suivre une école pour basculer dans une communauté en croissance. Dernier point, dernier levier, donc c'est vraiment le levier recrutement, mais c'est la conséquence de la simulation dont on a parlé tout à l'heure. Donc j'ai vécu essentiellement professionnellement dans mon entreprise, donc je ne sais pas comment ça se passe dans les autres entreprises, mais ce que je peux vous dire dans la mienne, c'est qu'il y a une très forte pression pour que lorsque quelqu'un part à la retraite, il soit remplacé par quelqu'un d'autre. Sauf que si on fait ça, l'entreprise est totalement statique et on continue à recruter par exemple des gens sur l'environnement de travail alors qu'on souhaiterait l'externaliser, etc. Donc pour pas que ça soit comme ça, eh bien on modélise et quand on fabrique le plan de recrutement, on essaye que ce soit très fortement sur la stratégie et seulement dans quelques cas, parce que parfois il faut céder, on va dire malheureusement, mais c'est la vraie vie, que ça soit très marginal qu'on recrute sur des choses qui soient non stratégiques. Donc on essaye clairement que notre plan soit collé à notre modélisation, soit collé à notre note d'orientation.
Voilà, et qui constitue un levier stratégique de la transformation pour aller toujours vers la belle planète dont je parlais. Ça, c'est pour l'aspect RH. Donc on a vu tous les leviers qu'on active sur l'aspect RH. Il pourrait y en avoir d'autres, sauf que dans certains cas, moi, je ne peux pas avoir d'action dessus, tout simplement parce qu'on est dans un système conventionnel, donc on ne peut pas toucher à l'entretien annuel. Et dans un monde agile, ça pourrait être le cas. Et c'est pas très facile de toucher non plus au système de promotion. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne cherche pas à ce que vous puissiez copier ce qu'on a fabriqué, mais simplement que ça soit une inspiration en termes d'idées si nécessaire. Évidemment qu'il pourrait y avoir bien d'autres choses encore qui pourraient être rajoutées sur cet aspect compétences. Et je pense qu'effectivement, le système d'évaluation et le système de promotion sont deux leviers qui pourraient être totalement activés. Mais comme je dis, dans mon contexte à moi, c'est pas forcément très facile. Alors on va parler méthode maintenant. Donc une rupture, le deuxième volet, méthode. Et une nouvelle fois, imaginez qu'il n'y a rien de séquentiel, tout doit se faire le plus possible en parallèle. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'une belle planète vers laquelle on doit aller. Alors qu'est-ce qu'il y a sur cette belle planète côté Pôle emploi, côté métier ? En gros, digitaliser l'ensemble des processus. Alors nos processus étaient globalement informatisés depuis très longtemps. Le principe général quand même maintenant est d'automatiser encore plus, on va dire. Donc au-delà d'informatiser, on est plus dans l'automatisation, y compris à base d'intelligence artificielle, bientôt demain en fait. Comme toutes les entreprises, on essaie de réduire notre time to market, parce qu'on sait très bien qu'on est quand même un peu comparé, un peu challengé, avec pas mal de job boards et compagnie. Donc on essaye de livrer nous aussi à peu près au même rythme. Troisièmement, on se doit d'innover le plus possible. Et puis quatrièmement, tout ça en garantissant la qualité de service au quotidien, parce que c'est difficile de dire on innove, mais le service ne va pas fonctionner pendant un petit moment. C'est ce que vous voyez en jaune. Forcément, c'est assez facile de plaquer une comparaison dans notre planète à nous, DSI Pôle emploi, avec les éléments bleus, donc je ne vais pas vous les lire. C'est simplement des correspondances sur ces enjeux. Ce qui nous est apparu, et on verra quand juste après, ce qui nous est apparu, c'est que SAFe était une bonne façon de répondre à ces enjeux. Donc SAFe, c'est un cadre d'agilité à l'échelle que je ne présenterai pas là. J'étais à Agile en scène l'an dernier, je l'ai présenté, donc l'accord était que je ne reparle pas fondamentalement trop de SAFe. Voilà, donc je ne vais pas vous présenter ce que c'est, mais si jamais ce cadre méthodologique vous intéresse, il est de toute façon librement accessible sur Internet. Alors plus en liaison avec la présentation d'aujourd'hui, c'est comment on a déployé SAFe à Pôle emploi. Donc là aussi, on s'est créé notre propre cadre. On aime bien réfléchir un petit peu tout seul sur comment on peut faire quelque chose. Et on s'est créé notre cadre en 5 étapes. Et vous allez voir que ça fait quand même totalement référence à ce que j'ai présenté juste avant. Alors la première chose, c'est qu'on s'est dit, eh bien, il faut faire savoir ce que c'est que SAFe à un grand nombre de personnes. Vous savez, les personnes que j'ai présentées tout à l'heure, plutôt inhibées, qui regardent leurs pieds pour ne pas rentrer dans la fusée. Donc pour les amener à rentrer dans la fusée, il faut déjà leur expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la fusée. Alors, on s'est mis à expliquer ce qu'est SAFe et avec les techniques d'animation qu'on a vues tout à l'heure. Donc on a organisé, on a fabriqué des vidéos, on a monté des animations, on a aussi fait des présentations à un comité de direction pour dire, ben voilà, SAFe, c'est ça le contenu de la méthode, elle est structurée comme ça. La deuxième chose, on s'est dit, il faut qu'on maîtrise SAFe en interne. Et donc, on utilise les leviers que vous avez vus tout à l'heure, qui sont les leviers de la formation, et j'y tiens beaucoup, les leviers de la certification. Donc on a fait certifier, je pense qu'on peut dire beaucoup de personnes, si on met au regard des 1600 personnes en interne, beaucoup de personnes à SAFe, et à des niveaux assez élevés dans SAFe, c'est-à-dire des coachs SAFe, des RTE qui sont en gros les super Scrum Masters dans SAFe, tout en continuant à former aux bases de l'agilité sur Scrum, et puis aussi de former les managers au management 3.0 pour progressivement changer un petit peu leur comportement. La troisième étape, c'est démontrer l'intérêt de SAFe, ce qui n'est pas tout à fait pareil que faire savoir ce qu'est SAFe, parce qu'on pourrait connaître et penser que ça n'a pas d'intérêt. Donc ce qu'on a organisé sont des retours d'expérience. Au tout départ, c'était les quelques sociétés qui avaient fait du SAFe avant nous. Alors, je tourne peut-être ça mal. Des sociétés qui avaient fait du SAFe avant nous, mais clairement en France, il y en avait très très peu quand on s'est lancé.
Deuxièmement, organiser des retours d'expérience interne. C'est des gens ayant fait du safe qui parlent aux autres, et c'est souvent ça le plus convaincant. Et puis troisièmement, maintenant c'est plutôt des gens de Pôle emploi qui vont raconter à l'extérieur d'ailleurs ce qu'apporte safe. La quatrième étape, c'est de mettre en œuvre safe. Donc on tombe sur une étape méthode. Et avec toujours la même idée, c'est que ça n'a d'intérêt, pour moi en tout cas c'est très clair, d'installer une méthode que pour soutenir des enjeux. Donc je précise un peu mon système de valeurs. À titre personnel, je ne m'intéresse pas à l'agilité en tant que telle, je ne pense pas que ce soit une religion. Moi je m'intéresse à l'agilité pour ce qu'elle offre. Donc je considère que c'est un moyen et pas une finalité. Voilà. Et donc la vraie finalité pour moi de mettre en œuvre safe, c'est pas de mettre en œuvre une méthode pour la méthode, c'est bien sûr de mettre en œuvre une méthode pour soutenir les enjeux de l'entreprise. Et la cinquième chose, c'est quand même plus facile de déployer une méthode s'il est outillé. On retombe dans l'aspect triangle dont je parlais tout à l'heure. Si vous avez un cadre méthodologique d'agilité et d'autre part des outils qui sont incompatibles avec cette notion d'agilité, évidemment ça ne marche pas. En tout cas c'est très difficile. Donc nous on utilise un outil qui n'est pas très fréquent, c'est l'outil d'IBM, IBM RTC. Beaucoup de sociétés utilisent Jira, mais il y a aussi Version 1 et j'en passe une dizaine d'autres qui câblent safe au sein de l'outil. Mais voilà, donc nous avons un outil qui nous permet de mettre en œuvre les principes de safe et ça aide beaucoup quand même au déploiement aussi. Alors cette transformation, à chaque fois vous trouvez les mêmes logos. Est-ce que je fais référence à la méthode? Est-ce que je fais référence à un outil? Est-ce que je fais référence à de l'aspect RH? Donc la première fois qu'on a regardé safe, c'était en 2012. Il y a eu un événement qui a fait qu'en 2014, on s'y intéresse beaucoup plus, qui a fait qu'en 2015, j'ai proposé qu'on lance 2 sessions de formation à safe, de formation certifiante, donc on retrouve toujours les mêmes principes, d'une 50aine de personnes. Et très très vite, ça a été le déclenchement de la mise en œuvre de ce cadre méthodologique à l'échelle au sein de Pôle emploi. Donc on l'a mis en œuvre sur un programme très stratégique à l'époque pour Pôle emploi qui s'appelait Nouveau parcours du demandeur d'emploi. Dès novembre 2015, donc si vous voyez les formations entre juin et septembre, la mise en œuvre en novembre, il s'est passé quand même très très peu de temps. Et quasiment dans la foulée, on nous a demandé de mettre en œuvre ce même cadre d'agilité à l'échelle sur un autre programme qui était stratégique aussi pour Pôle emploi. Donc on pourrait penser qu'on n'a que des programmes stratégiques, excusez-moi, c'est pas forcément ce que je veux dire, mais nous en avons quand même certains. Et qui était la formation et qui comporte en fait, qui comportait à l'époque toutes les formations, les 500 000 formations demandées par François Hollande. Ce genre de sujet, donc des sujets quand même qui étaient très importants et très suivis. Donc c'est plutôt venu par le bas, au sens ce n'était pas une décision de direction, mais en septembre 2016, en fait, suite à 2 autres trains, 2 autres programmes faits en safe lancés dans l'intervalle, le DSI a reconnu en septembre 2016 que safe devait être pour la DSI Pôle emploi le cadre d'agilité à l'échelle à utiliser à partir de cette époque. Et actuellement, nous avons 9 trains. Donc le train, c'est une terminologie de safe. C'est une organisation non hiérarchique qui permet de réaliser des grands programmes en agilité à l'échelle. Nous avons 9 trains en safe. Donc, sans que je puisse le compter très précisément, plus de 50% de notre fabrication, de notre build, sont fabriqués en agilité à l'échelle actuellement, sachant que dans ce qu'il reste, il y a bien sûr de l'agilité, mais qui n'est pas à l'échelle. Donc globalement, la DSI Pôle emploi est en fonctionnement agile. Alors je ne vais pas vous présenter tous les trains. D'ailleurs, ce n'est pas réactualisé. Nous avons un train qui s'est arrêté parce qu'il correspondait à un programme non pérenne et que le programme était arrivé juste au bout, c'est le 2e. Et par contre, nous avons lancé un nouveau train. Donc nous sommes toujours à 9 trains en safe, sachant que notre historique, et là non plus je ne l'ai pas réactualisé, est de 14 trains. Tout simplement parce qu'une nouvelle fois, nous lançons des trains sur des sujets qui ont un début et une fin, alors que dans la logique pure de safe, les trains sont dits pérennes, enfin, les termes anglais sont long-lived, ils sont censés durer un certain temps. Vous avez les dates des premiers PI planning pour ceux qui connaissent safe, donc c'est une cérémonie emblématique de safe, et surtout vous avez le volume qu'embarque chaque train en fait. Vous voyez dans la logique de safe, un train c'est 50 à 125 personnes. Nous sommes à peu près dans ces volumes-là et parfois nous les dépassons. Tout ça pour dire que donc notre transformation en matière d'agilité à l'échelle est déjà largement, on va dire, derrière nous.
Ceci étant, il faut toujours être vigilant à quelques régressions. Ça, c'est toujours un sujet avec l'agilité. Voilà, on croit que c'est installé, mais ça peut régresser, donc c'est à suivre régulièrement. Mon troisième volet, est-ce qu'en termes de timing, c'est bon? Mon troisième volet, ça sera sur les outils. Alors très clairement, ça sera beaucoup plus léger que sur les deux autres volets, mais une nouvelle fois, c'est toujours la même idée, travailler sur les compétences, les méthodes et les outils en même temps. Alors j'ai cherché à tout grouper dans un même transparent, et j'ai découvert un modèle que je ne connaissais pas, UXDX, et qui avait le mérite pour moi de représenter quelque chose qui me semblait assez naturel, c'est que DevOps n'était pas suffisant, et qu'il fallait aussi embarquer l'UX dans la même boucle. Alors comme cette boucle est très difficile à fabriquer en PowerPoint, je me suis permis, dès que j'ai trouvé ça, de le copier en me disant c'est super, c'est vraiment ce que je voulais. Alors je serais très mal à l'aise pour raconter l'essentiel des outils qui sont là, parce que j'en connais certains, j'en connais peut-être un bon tiers, ou un bon presque la moitié, mais certains je les connais mal. Pour moi, ce qui est à retenir, c'est surtout ça, c'est qu'une nouvelle fois, la méthode, c'est important qu'elle soit câblée avec un outillage. Et pour moi, il n'y a rien de pire que de mettre un outil sur catalogue sans se préoccuper des compétences associées. Et malheureusement, c'est quand même des choses que je vois assez régulièrement, y compris parfois dans mon entreprise, où on achète un outil, on pense que l'outil va provoquer la transformation. En tout cas, moi, je suis un convaincu du contraire. Il y a peu de chances que l'outil provoque la transformation si les aspects méthode, donc utilisation de cet outil, et compétences nécessaires pour cet outil, voire les rôles, etc., ne sont pas définis. Voilà, donc ce slide, je ne le dépeindrai pas plus que ça, mais comme à peu près toutes les entreprises aujourd'hui, nous sommes lancés dans les mêmes thématiques d'intégration continue, de tests automatisés, de déploiement continu, etc. Et une nouvelle fois, il y a aussi pour moi tout l'aspect UX qui est à quelque part outillé ou industrialisé. Voilà, donc nous sommes dans cette dynamique-là et je pense que nous sommes là-dessus pas du tout différenciants par rapport aux autres entreprises. Alors j'ai voulu quand même évoquer un autre outil que nous commençons à utiliser pour nos recrutements, et si je l'ai choisi, c'est surtout parce qu'il permet de faire la synthèse justement entre les aspects RH, méthode et outils. Donc Monsieur Baran a créé une méthodologie pour recruter des profils agiles qui s'appelle Agiloa. Donc je ne suis pas du tout un expert, je précise, de ce sujet-là. J'ai des gens dans mes équipes qui ont été formés, je crois d'ailleurs certifiés, à cette mécanique. Mais il y a bien les trois volets qui sont mis en avant. Il y a un outil qui permet de faire un questionnaire en fait, pour évaluer les compétences agiles d'une personne. Mais il y a bien de la méthode, parce qu'il faut adapter le questionnaire, en fait, en tout cas ce qui est évalué par rapport au profil que vous recrutez, par rapport au poste que vous recrutez. Et puis au total, il sert à quoi? Il sert à recruter des personnes qui sont les meilleurs profils pour votre entreprise. Donc on est bien dans la symbiose des trois notions, avoir à la fois des méthodes, des outils et des compétences cohérentes. Voilà, donc c'était juste peut-être une petite pirouette, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Donc cet outil n'est peut-être pas fondamental dans toute notre stratégie, en tout cas aujourd'hui il ne l'est pas. Il est clairement utilisé, mais peut-être de manière un peu accessoire, mais je trouvais que c'était une bonne métaphore en fait pour revenir sur ce qui est pour moi essentiel, c'est cette cohérence entre ces trois volets. Alors quels sont les impacts de cette transformation ? Je vais vous présenter deux choses, parce qu'on manque de métriques. Très clairement, on n'est pas les meilleurs dans les métriques, donc je ne peux pas vous dire on est plus efficace sur telle chose avec l'agilité, au sens où on fait moins d'anomalies, on livre plus fréquemment, etc. Et tout simplement parce que pour moi, je trouve quand même que c'est très très difficile d'arriver à comparer deux projets qui auraient été à peu près avec le même contenu, qui seraient déroulés en parallèle avec des équipes de même valeur et qui auraient connu à peu près les mêmes événements perturbants dans leur vie. Donc je suis toujours, j'apprends beaucoup avec ceux qui sont capables de le faire parce que sincèrement, moi, je n'arrive pas à le faire. Voilà. Par contre, il y a d'autres choses qu'on sait faire, c'est mesurer la satisfaction et puis vérifier que nos KPI de niveau stratégique sont atteints. Ça, c'est plus facile pour moi. Donc c'est les deux choses que je mesure. Donc comme je dis, cette transformation, elle s'est opérée en 2015, à partir de 2015, avec la mise en œuvre particulièrement d'un cadre d'agilité à l'échelle, mais ce n'est pas du tout le seul élément. Vous aurez sans doute vu que dans la fusée, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient cités.
Mais néanmoins, cette évolution vers l'agilité à l'échelle était extrêmement importante. Et comme j'entendais assez régulièrement des bruits sur oui, mais quand même, les collaborateurs, ceci, cela, d'une part, et que je lisais aussi régulièrement dans la presse des gens qui étaient assez critiques sur la mise en œuvre de ce genre de framework, je me suis dit, je vais aller vérifier moi-même ce qu'en pensent les collaborateurs. Alors je vous dis tout de suite, je sais qu'on est en France, donc je sais que vous regardez ça. Donc je vais commenter ça en premier. Parce qu'en France, on a cette aptitude à tout de suite regarder en général ce qui ne va pas. Voilà, donc on a posé les questions à 250 personnes qui ont été en PI Planning. Donc on a beaucoup plus de gens qui viennent en PI Planning parce qu'on a beaucoup d'externes. Mais là, c'était 250 internes parce qu'on ne voulait pas rentrer dans le prêt illicite de main-d'œuvre. Donc on n'a pas questionné nos externes. Et on a eu 179 réponses, soit 72% de retour. Si vous connaissez un peu les taux de retour interne, vous savez que c'est un très bon retour. Parce qu'en général, une enquête interne, au-delà de 30%, c'est assez difficile d'avoir plus de retours. Et on leur a demandé, à toutes ces personnes qui avaient été dans un PI Planning en début d'année, qu'est-ce que vous pensez de SAFe? Alors, vous avez les oui, les non, et entre les deux, les ne sait pas répondre. Et au total, les gens ont dit, SAFe, ça n'améliore pas la qualité. Donc après, si dans les questions-réponses, vous me posez la question là-dessus, j'essaierai de vous répondre pourquoi, mais pour l'instant, on va le prendre tel quel. Par contre, on leur a demandé, est-ce que SAFe, ça engendre la confiance, la réactivité, la transparence, la coopération, l'adhésion, l'alignement, on a été assez large sur les questions. Est-ce que ça permet de se centrer sur la valeur? Et vous remarquerez que c'est toujours les oui au-dessus de 50%. Et comme entre les deux, il y a le ne sait pas répondre, il y a souvent un écart de 2 à 3, voire 4 dans certains cas, 4 fois plus de oui que de non. Donc au total, je pense que la réponse est quand même assez claire sur l'apport de SAFe jugé par les collaborateurs au premier trimestre 2018 sur quelques années d'expérience avec SAFe. Mais j'ai souhaité moi-même qu'il y ait des questions qui tuent à la fin. Comme ça, je me disais, si j'ai pas les bonnes réponses, je change de job. C'est que j'ai un peu raté ma transformation. Et je leur ai demandé, est-ce que vous êtes satisfait de la mise en œuvre de SAFe? Donc vous noterez l'écart. 12% non, 73% oui. Est-ce que pour vous, c'est un apport pour la DSI? Question que j'avais un peu mal tournée parce qu'on l'a envoyé, y compris au métier et à des gens de la MOA. Et l'écart encore plus manifeste. Oui à 77%, non à 11%. Et puis j'ai vraiment souhaité avoir la question qui tue, celle qui était la future orientation de ma carrière. Est-ce que la DSI doit abandonner SAFe? La question était comme ça. Non à 67%, oui à 5%, 5% sur 179 réponses, c'est 6 personnes. Et je vous dirai juste quelque chose après. Et après, entre les deux, il y a pas mal de ne sait pas répondre, et je comprends pourquoi. C'est qu'il y a des gens qui ont certainement pensé ne sait pas répondre parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de décision. Et donc ils se sont dit, je ne vais pas répondre à une question sur laquelle je n'ai pas le pouvoir. Ce qui est un peu une erreur en agile, mais enfin bon. Donc les 6 personnes qui ont répondu oui, il faut abandonner SAFe, ils avaient droit à une question supplémentaire, qui était, dans ce cas-là, il faut remplacer par quoi? Et là, il n'y avait plus que 3 personnes qui avaient une idée de remplacer par quoi. C'est-à-dire que certains étaient contre, mais au total, ils étaient bien en peine de dire par quoi remplacer. Voilà, donc ça c'est sur le qualitatif, sur vraiment qu'un seul élément de tout ce que je vous ai présenté, puisque comme je l'ai dit, la transformation n'était clairement pas que sur l'agilité à l'échelle, mais c'est l'élément sur lequel j'ai vraiment le plus de fond pour parler du qualitatif. Après, pour parler vraiment du quantitatif, au sens, est-ce qu'on atteint notre performance? Donc moi, je n'ai pas les indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure qui me permettent de comparer un projet, d'ailleurs on ne parle plus de projet, mais une fabrication agile avec une fabrication non agile. Donc je peux avoir des croyances, mais je n'ai pas de démonstration. Par contre, voilà à peu près ce que nous avons cherché à mesurer. 4 choses. Est-ce que les gens comprenaient ce qu'il y avait dans la fusée? Ce qui ne voulait pas dire est-ce qu'ils étaient prêts à monter dedans. La deuxième chose, c'est est-ce qu'ils étaient prêts à monter dans cette fusée une fois qu'ils en avaient compris le contenu. La troisième chose, c'est est-ce que la fusée avance? Parce que c'est bien que les gens soient montés dans la fusée, mais si elle reste sur le pas de départ et qu'elle ne va pas vers sa planète, ça va être embêtant pour se transformer. Et puis la quatrième chose, c'est est-ce que la fusée va quand même vers la bonne planète? Parce que si on avait visé Mars et qu'on est parti sur Mercure, ça risque d'être un peu compliqué pour l'arrivée. Et donc après, on a 2 natures d'indicateurs. Un que je qualifierais sur la représentativité et un sur la performance. Alors pour expliquer, je vais prendre vraiment la première ligne, ça va être compréhensible. Ce qu'on mesure en fait, c'est qu'à travers nos animations, on fait des quiz pour voir si les gens ont bien compris le contenu de l'animation.
Donc vous voyez que là, c'était quasiment le cas sur tous les thèmes, que vous avez sans doute du mal à lire, sauf sur la modélisation où le taux n'était pas très généreux, puisque c'était 53% de compréhension. Maintenant, si vous mesurez ça, mais que dans vos animations, il n'y a personne, ça va juste montrer que quelques personnes ont compris, mais que l'essentiel ne sont pas venus dans les animations. Donc on a un autre indicateur qui est la troisième colonne, pour se dire, ok, mais est-ce que c'est représentatif sur ce sur quoi on a mesuré les choses? Et effectivement, on pense quand même que les... alors je vais peut-être pas réactualiser d'ailleurs ça par rapport à l'autre slide, que les... Oui, parce que je crois que c'est 12 000, que les 12 000 participations qu'on a eues en 2 ans sont quand même significatives. Alors la deuxième chose, c'est la fusée. Est-ce que les gens montent dans la fusée? Donc la fusée, pour moi, c'est en trot safe. Donc oui, je peux dire que les gens sont montés dans la fusée safe. Globalement, sur les je ne sais combien, la quinzaine de questions, il n'y en avait quand même qu'une négative. Et les oui étaient très très fortement majoritaires sur les non. Et que seulement 5% des collaborateurs jugeaient qu'il fallait abandonner safe. Donc oui, les collaborateurs sont montés dans la fusée de la transformation. Est-ce que la fusée avance? Alors là aussi, j'ai pris des indicateurs plutôt quantitatifs sur le nombre de trains, parce que si on considère que c'est une façon de mesurer quand même notre déploiement de l'agilité à l'échelle, à savoir est-ce qu'on a embarqué l'essentiel de la maîtrise d'œuvre dans l'agilité à l'échelle, la réponse est oui. Et puis la quatrième chose, c'est est-ce qu'on va vers la bonne cible? Et là, la bonne cible, j'ai préféré qu'on compare avec la planète, mais pas celle de la DSI, la planète Pôle emploi. Donc il faut savoir qu'on fait des mesures de satisfaction en fait des demandeurs d'emploi, excusez l'agrégation parce que j'ai plus de place, des demandeurs d'emploi sur les services numériques de Pôle emploi et en particulier sur l'inscription en ligne. Puis un autre indicateur que j'ai tendance à vérifier quand j'arrive à le capter, qui sont les indicateurs produits par Médiamétrie sur la visite sur notre site. Vous savez qu'il y a parfois quelques hommes politiques qui disent que Le Bon Coin est le premier site emploi de France, mais simplement ils ne disent pas la vérité, puisque c'est absolument pas Le Bon Coin, et c'est toujours Pôle emploi très nettement. Enfin bon, peu importe. Donc au total, les indicateurs sont très bons sur ces choses-là, c'est-à-dire des choses qui sont directement en liaison avec notre transformation. Parce que la satisfaction des services numériques, comme on voit, ils ont quand même largement été fabriqués en safe depuis quelques années. En particulier, l'inscription des demandeurs d'emploi, puisque ça a été notre premier train safe, qu'on a donc lancé en novembre 2015. Et puis, si je prends un autre indicateur, qui est donc, est-ce que nous sommes toujours miroir au miroir, dis-nous que nous sommes toujours le premier site emploi de France. Pour l'instant, le miroir veut bien nous dire que nous sommes toujours encore le premier site emploi de France. Voilà. Je n'ai pas totalement terminé cette présentation, mais presque. Je vois parfois parler de la transformation, comme si la transformation allait se faire une seule fois. On faisait une belle transformation parce qu'on passait à un monde numérique, puis derrière, on serait peut-être tranquille. Alors c'est vrai que si j'en crois Schumpeter, ça pourrait être vrai, puisque Schumpeter croyait, que je présentais tout à l'heure en introduction, Schumpeter croyait aux grappes d'innovation, ce qui voulait dire qu'il y avait des périodes innovantes, puis des périodes où on n'innovait pas. Là pour le compte, je me demande si la théorie de Schumpeter ne va pas être quand même remise en question. En tout cas, moi, mon sentiment, c'est que la transformation, nous sommes juste rentrés dedans. Qu'en fait, au moment où on entame une transformation, il y en a déjà une autre qui se cache, voire qui est déjà presque en parallèle, et que évidemment, il faut déjà qu'on se prépare à une nouvelle transformation avec toute la mécanique que je viens de vous présenter. Donc on se pose déjà la question de remettre à jour notre note d'orientation. Pôle emploi est en train de signer sa convention tripartite, c'est un élément très important dans son fonctionnement, une convention avec l'État et l'UNEDIC qui définit en gros sa stratégie sur 3 ans, en gros sa planète sur 3 ans. Voilà, et donc ça va être un moment assez opportun pour nous aussi de redéfinir notre note d'orientation. Et vous voyez qu'après, ça induit quasiment toute la dynamique, puisque c'est notre orientation et la brique un peu fondatrice de tout ce qu'on fait en matière de RH, mais aussi en bonne partie en matière de méthode et d'outils. Et je crois que je dois vous présenter ça. Voilà, la présentation est terminée, peut-être avec un peu d'avance, c'est ça